Bonjour et bienvenue à tous. L'Institut des Actuaires a mis en place un groupe de travail, le GT Covid, utilisation des données, pour étudier comment sont utilisées les données dans la situation de crise de la pandémie actuelle. Donc, le groupe de travail étudie comment les droits des individus et les règles de respect de la vie privée, notamment le règlement européen RGPD qui a été édicté avant la crise, comment ces règles résistent-elles aux contraintes sanitaires, politiques et économiques? Comment évolue le barycentre des droits individuels d'un côté et de l'intérêt collectif de l'autre? Ce groupe de travail s'attache donc à l'examen des différents outils de lutte contre le Covid, comme les solutions de traçage ou les solutions d'observation du respect des gestes barrières et du port du masque. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous avons souhaité prendre un peu de hauteur et avons tout naturellement pensé à Michel Foucault et à la théorie du biopouvoir. Et qui est mieux placé que François Ewald pour nous en parler? François Ewald, qui est actuellement délégué général du comité Médicis, est un philosophe. Il a été l'assistant de Michel Foucault au Collège de France. Il a créé l'association pour le Centre Michel Foucault. Chercheur au Collège de France et au CNRS, il s'est aussi intéressé à l'analyse du risque. Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, où il était en chaire de la chaire assurance. Il a dirigé l'École nationale d'assurance et il a fondu la revue Risque que nous connaissons tous et à quel point nous l'apprécions. Il va nous donner un petit cours de biopolitique théorique, Foucault, et appliquée, Corona. Notre collègue Laurence Barry, qui est membre de l'Institut des Actuaires et qui est co-responsable de la chaire Paris, qui est une foulcadienne puisqu'elle a fait sa thèse sur Michel Foucault. Elle interviendra dans l'exposé, notamment pour poser oralement les questions que vous aurez mis dans le chat. Vous êtes donc invité à vous exprimer par écrit dans le chat et les questions apparaîtront sur l'écran dans le bandeau de droite. Alors, je tiens spécialement à remercier Laurence. Et au passage, nous vous conseillons vivement de suivre les travaux et les conférences qui sont données par la chaire Paris, qui sont toujours relayées par l'Institut des Actuaires. Et pour ceux qui ne sont pas encore des fidèles, nous leur recommandons vivement de le devenir. Je passe donc la parole à François Ewald en le remerciant chaleureusement de nous faire l'honneur et le plaisir de cette conférence. Cher François, nous vous écoutons. Bien, merci Florence et merci Laurence. D'ailleurs, je suis très heureux de faire cette présentation donc sur Foucault, la biopolitique et le coronavirus. Quelques remarques rapides. La première, c'est que je ne vais pas dire la vérité sur Foucault. Je vais simplement donner quelques éclairages qui peuvent être utiles dans cette période difficile. Je propose de faire ma présentation en 3 temps. La première, c'est qu'est-ce que Michel Foucault entend par biopolitique ou par biopouvoir, qui est une expression qui est devenue un peu galvaudée aujourd'hui et qui sert à beaucoup de dénonciations qui ne sont pas tellement du style de Foucault. La deuxième partie portera sur les modèles de biopolitique au regard de ce que nous vivons actuellement. Est-ce que nous n'avons pas affaire, est-ce que nous ne voyons pas 2 modèles biopolitiques, un qui correspond à l'expérience occidentale de la gestion de l'épidémie, et puis peut-être un autre modèle qui correspond à la gestion en Asie de l'épidémie. Assiste-t-on à un passage d'un modèle à un autre? Et la troisième partie, qui je crois correspond plus à ce qui vous intéresse vous, c'est les problèmes qui sont liés, les problèmes d'éthique qui sont liés au traçage. Alors malheureusement, le mot est évidemment très connoté.
je pense qu'il serait plus intelligent de parler de suivi, et qui en fait renvoie à la question des droits et des devoirs, à la fois de l'État et des individus, dans une épidémie, lors d'une épidémie. Donc, si vous voulez, 3 temps, un temps de philosophie politique, un temps consacré aux technologies qui mettent en œuvre ces philosophies, et un dernier temps sur l'éthique. Alors, 2 remarques. Comme vous pouvez le constater, j'ai 74 ans, et c'est une donnée qui me donne une certaine sensibilité au sujet. Et je voudrais aussi citer le professeur Delflécy qui disait « ce virus est une saloperie ». C'est une véritable saloperie puisque ce virus aura réussi à mettre par terre les pays occidentaux, en tout cas pour un certain temps. Alors commençons par la première partie. Qu'est-ce que Foucault entend par biopolitique? Alors, commençons par quelques éléments de bibliographie. Cette notion de biopolitique apparaît chez Foucault en 1976, à la fin d'un cours qui s'appelle « Il faut défendre la société ». Ce cours se termine sur un chapitre « Droit de mort et pouvoir sur la vie », où il introduit la notion de biopolitique. Cette notion sera reprise l'année suivante, ou l'année d'après encore, en 78, pardon, dans un cours qu'il intitule Sécurité, territoire, population. Les 3 premières leçons de ce cours sont consacrées à cette question biopolitique. Et enfin, il faut mentionner le titre du cours de 1979 qui s'appelle Naissance de la biopolitique et qui, de façon que je vais essayer d'expliquer, est en fait un cours qui est consacré au libéralisme. Alors, de quoi est-il question dans ces textes? Qu'est-ce que Foucault apporte? Donc, depuis le début des années 70, Michel Foucault s'intéresse aux relations, essaye de décrire les sociétés, nos sociétés, à partir du type de relations de pouvoir qui lie les hommes entre eux, les gouvernants et les gouvernés, mais aussi bien qui existent au sein d'une famille, au sein d'une institution comme l'école, et évidemment l'objet même de ces travaux à cette époque-là, autour du question de la punition et le problème de savoir comment est-ce qu'on c'est lié, est devenu évidente l'idée que pour punir, il ne s'agissait plus de supplicier, mais que pour punir, il fallait enfermer. Et dans l'ouvrage qu'il publie en 75, qu'il a rendu, un des ouvrages extrêmement célèbres, qui s'appelle Surveiller et punir, Foucault explique que une des technologies de pouvoir de nos sociétés relève d'un modèle qu'il appelle discipline. Le modèle de la discipline, c'est un modèle d'individualisation qui vise à isoler les individus un par un, à partir de cet isolement, à les recomposer selon les formes des dispositions que l'on souhaite, que l'on estime les plus efficaces, et ensuite à faire en sorte que ces individus reçoivent un apprentissage, un apprentissage, une discipline précisément qui les rende aptes à certaines tâches. Et Foucault voit dans ce pouvoir disciplinaire, qui est donc un pouvoir individualisant, un pouvoir différenciant, qui, à partir de cette différenciation individuelle, cherche à recomposer des groupes qui a une certaine efficacité. Il voit dans ce pouvoir disciplinaire
une des grandes inventions politiques du XVIIe siècle. Et ce serait cette invention politique qui va traverser, organiser toute une série d'institutions comme l'école, comme l'hôpital, et qui va trouver sa consécration dans la prison. La discipline est donc un pouvoir qui individualise, qui s'exerce sur les corps, qui exerce une surveillance permanente, extrêmement précise, extrêmement minutieuse de chacun à chaque instant. Alors, dans le cours de 76, dans les textes que je viens de mentionner, Foucault expose que, en réalité, soit de manière chronologique, soit de manière, synchrone, en réalité, les techniques disciplinaires ne sont pas les seules techniques de gouvernement, les seules techniques de pouvoir dans les sociétés occidentales contemporaines. Et c'est là qu'il introduit l'idée d'une autre technologie de pouvoir extrêmement importante, dont il date la naissance, mais ça dépend des textes, il date la naissance au XVIIIe siècle, et dont, qu'est-ce qui caractérise la biopolitique? C'est que c'est une gestion du pouvoir, une organisation du pouvoir qui ne procède pas par l'individualisation, mais qui cherche à gérer des populations, qui cherche à gérer des populations, des groupes comme groupes, non pas en les démembrant, non pas en les divisant, mais en les gérant comme groupes à partir des caractéristiques qui sont intrinsèques à ces groupes, à ces populations. Et c'est, par exemple, si on prend ce qu'on appelle la population, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à gouverner non pas la population en la dispersant en individus, mais en la gérant à partir de caractéristiques qui la caractérisent en elle-même, par exemple, le taux de ses naissances, par exemple, les caractéristiques de sa mortalité, de sa morbidité, son espérance de vie. Et donc, on entre à ce moment-là dans un autre univers de gouvernement, de gouvernementalité. C'est un gouvernement où on ne va pas chercher à isoler, on ne va pas chercher à réprimer, on ne va pas chercher à contraindre, mais on va au contraire chercher à conduire les individus à partir des ensembles auxquels ils sont inscrits. On va chercher à les conduire de telle manière à privilégier certaines caractéristiques globales, à réduire d'autres, à avoir ce qu'il appelle une sorte de gestion différentielle de ces populations par rapport à des objectifs qui caractérisent cette population en elle-même, qu'on ne peut pas prétendre vouloir radicalement changer et qui en constituerait une notion fondamentale utilisée par Foucault, qui est celle de norme. Donc, l'idée de la biopolitique, c'est de gérer ces populations, de gérer ces groupes, en fonction donc de ces caractéristiques qui caractérisent le groupe en tant que tel, et d'une manière à maximiser certaines de ces caractéristiques. Alors, dans le texte de 76 en particulier, Foucault va insister sur le fait que la biopolitique, elle vise à majorer, à maximiser en quelque sorte la quantité, cette population que l'on gouverne en tant qu'espèce vivante, en tant que vivant. On va maximiser la vie. C'est pour ça que pour prendre un exemple, une illustration que tout le monde connaît, c'est pour ça que dans un tel univers, par exemple,
on considérera que la réussite d'un gouvernement, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Là, on a vraiment... Alors, qu'un gouvernement sache comment augmenter l'espérance de vie d'une population, il va pour ça jouer sur des facteurs économiques, il va jouer sur des facteurs sanitaires, il va jouer sur toute une série de facteurs, mais il ne va pas la diviser, il ne va pas disloquer cette population, mais il va la gouverner de telle manière que, grâce à son action sur un certain nombre de facteurs, se produit cette maximisation de la vie. Autre exemple, donc on raisonne toujours en termes en termes de taux, etc. Par exemple, ça va être l'augmentation du PIB. Le succès d'un gouvernement, c'est que le PIB soit toujours plus élevé. Ça, c'est une caractéristique qui va considérer, qui vise une population en tant que telle, qui vise un État, un pays en tant que tel. Ça n'a aucun sens, ça ne vise évidemment chaque personne en particulier. Et ça peut aboutir, et aujourd'hui d'ailleurs, ça aboutit à des difficultés. C'est que par exemple, on va dire, le taux d'inégalité a baissé. Oui, pour une population, on va dire formidable, le taux d'inégalité a baissé. Simplement, là où c'est trompeur, c'est que ça ne dit pas du tout comment s'effectue ce jeu de l'inégalité pour les individus. Donc ça, c'est un premier aspect, c'est la maximisation. Et on est dans des gouvernements qui cherchent à maximiser donc une population par ses caractéristiques d'espèces vivantes. Nous, on en est très heureux pour le moment. On vit là-dedans. Plus on vit longtemps, plus on peut satisfaire ses besoins, etc., mieux c'est. Et la deuxième dimension de la biopolitique, c'est celle sur laquelle il insiste surtout dans les cours de 78, c'est que en même temps qu'il y a ce projet de maximisation, cette gouvernementalité a un projet de garantie. Elle a un projet de faire en sorte que les individus soient protégés contre les accidents, contre les événements qui peuvent venir perturber cette marche vers le mieux. Et ces accidents sont eux-mêmes considérés comme des fonctions du groupe en tant que tel. D'où, dans cet univers, une notion, très importante, que Foucault appelle dispositif de sécurité, qui est toute la gestion des dommages, en quelque sorte, toute la gestion de ce qui va empêcher d'atteindre l'objectif de maximisation. Et pour gérer au niveau d'une population cette réalité, cette dimension elle n'apparaît pas à ce moment-là, mais elle va être extrêmement sollicitée, la notion de risque. On va gérer les risques de la population, on va les gérer soit pour les prévenir, on va aussi les gérer pour les compenser, c'est le rôle de l'assurance, et donc on traite des risques. Le paradoxe, il y a deux paradoxes sur lesquels peut-être on peut terminer cette première partie. Le premier paradoxe, c'est que ce pouvoir, cette gouvernementalité biopolitique, elle a un corrélat qui est la liberté. En réalité, pour obtenir cette maximisation, le gouvernement ne cherche pas à contraindre. Il cherche plutôt à gérer, il cherche à réguler, il cherche à accompagner. Il a besoin de la liberté des gens. Et c'est ce qui explique que le paradoxe que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en réalité, cette biopolitique va se transformer chez Foucault en une étude du libéralisme. L'économie libérale, c'est précisément l'ensemble des technologies à travers lesquelles ce projet biopolitique va pouvoir se réaliser le mieux possible. Donc, c'est un gouvernement, non pas à la contrainte, à la contrainte aussi,
mais c'est un gouvernement à la liberté. Et d'autre part, un autre paradoxe, je vais l'illustrer à partir d'une formule parfaitement biopolitique qu'on trouve chez Durkheim, le grand sociologue de la fin du 19e. Dans les règles de la méthode sociologique, Durkheim écrit cette formule saisissante: le crime est un facteur de santé sociale. Alors, évidemment, si on raisonne en termes moraux, si on raisonne en termes classiques, l'idée que le crime puisse être un facteur de santé sociale n'a absolument aucun sens. Mais qu'est-ce que ça signifie dans un univers biopolitique? Ça signifie on va considérer qu'un certain taux de criminalité, un certain taux d'infraction est incompressible dans une société. Et qu'à vouloir prendre des mesures qui voudraient faire disparaître ce taux de criminalité incompressible, eh bien, on n'aurait plus de mal que de bien. Et donc, le problème va être, non pas d'éliminer la criminalité, mais de la tenir à un niveau tel qu'elle soit acceptable. Donc ça, c'est un énoncé tout à fait caractéristique de l'univers biopolitique. Alors, je termine ce paragraphe, ce chapitre, donnant, je crois que Laurence veut me poser des questions. Je termine en disant la thèse, et ceci introduit la partie suivante, la thèse que nous voyons constamment utilisée dans cette épidémie de coronavirus, qui est la thèse de l'immunité collective, l'immunité de troupeau. La thèse selon laquelle on nous dit, les épidémiologistes nous disent, eh bien, il faut laisser faire le virus, il faut le laisser coloniser l'ensemble de la population, et quand 70% de la population aura été colonisée, eh bien, l'épidémie s'éteindra d'elle-même. Eh bien, si on utilise un vocabulaire, une analyse de type foucaldien, eh bien, on a là un énoncé typique d'une biopolitique. Laissez faire le virus, il va se déployer naturellement, et au bout de son parcours, donc vous allez laisser la liberté, et au bout de sa circulation, eh bien, il va disparaître naturellement. Voilà un mécanisme autorégulé formidable, un mécanisme biopolitique parfait. Laura. Merci François, c'était très clair. Moi, j'ai une remarque qui va finir sur une question et qui va vous permettre de continuer et qui porte sur le confinement, avant qu'on parle du déconfinement, et qui tient au fait que le confinement, d'une certaine façon, vous avez évoqué surveiller et punir, c'est le modèle de la peste qui est beaucoup cité aussi dans l'actualité. Et on peut comparer la façon dont on gérait la peste à l'âge classique, qui est un mécanisme de discipline et de surveillance par excellence, comme vous l'avez dit. On met les gens à part, on tient des registres, on essaye de savoir qui est mort, qui est vivant, etc. Et on peut comparer ce dispositif-là de gestion de la peste à la façon dont, c'est Foucault qui le dit d'ailleurs dans le cours de 78, où on commence à gérer la variole au début du 18e et 19e siècle avec les vaccins. Et qui revient un peu à ce que vous dites, au sens où on va mettre en place des vaccins, on sait que certaines personnes vont en mourir, mais malgré tout, au niveau de la population, on va obtenir une forme d'immunité qui ne sera pas une immunité parce que tout le monde aura été contaminé, mais qui sera une immunité grâce au vaccin. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous comprenez, avant qu'on parle du déconfinement, comment est-ce que vous comprenez le confinement? Mais Laurence, j'allais aborder la question du confinement. Effectivement. Ah très bien, voilà. Peut-être, vous avez raison. Le mystère que nous allons avoir à éclaircir, si nous lisons la gestion de l'épidémie de coronavirus à la lumière des instruments foucaldiens. Comment se fait-il qu'à partir que dans un cadre, et même que dans une référence, encore une fois, à cette thèse de l'immunité collective, qui est une thèse de la circulation, qui est une thèse de la liberté, finalement, on aboutisse à son envers, à son inverse, à son contradictoire,
qui est d'utiliser un modèle de la peste, un modèle totalement disciplinaire, un modèle de surveillance, etc., qui est son opposé. Ça, c'est le mystère que nous avons à résoudre. Dans cette seconde partie. Mais avant, j'ai oublié de saluer les actuaires parce que parmi les agents biopolitiques, il y a des agents du savoir, il y a des institutions, et parmi les agents biopolitiques, il y a évidemment tout ce qui est le monde sanitaire, mais il y a toute une série de calculateurs de risques dont font partie les actuaires. Donc, si, messieurs les actuaires, vous lisez Foucault, vous découvrirez votre généalogie, c'est-à-dire comment vous êtes devenus des acteurs très essentiels de cette gestion politique du monde. Alors, je crois que dans ce que nous avons à comprendre, la chose suivante. Nous avons cette figure du souverain. Ah non, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais le faire maintenant. Ce que nous avons à comprendre, ce que nous pouvons observer, c'est que face à l'épidémie de coronavirus, il y a eu en fait deux réponses qui sont tout à fait différentes. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'elles correspondent à deux visions géopolitiques. Il y a la vision des pays occidentaux, la vision des pays, disons, occidentaux. C'est une thèse, je le disais à l'instant, est liée, je crois, à la mise en œuvre, ou elle est dominée par cette espèce de règle du paradigme de l'immunité collective. C'est une thèse libérale, c'est une thèse utilitariste. C'est d'ailleurs une thèse qui fait que, au début de l'année, on va rentrer dans l'épidémie un peu comme les soldats de 14 se rendaient au front. On laisse passer le virus, finalement, plus ça circule, mieux ça sera. Vous avez des exemples un peu caricaturaux de cette position. C'est Boris Johnson en Angleterre et c'est évidemment Trump aux États-Unis. Et puis, brusquement, sans que, de manière un peu imprévue, complètement singulière, on assiste chez les mêmes chantres de l'immunité collective à un brusque revirement pour ce que je disais à l'instant, un choix politique inverse, qui est le confinement généralisé, mais un confinement qui va porter sur des populations entières. Alors ça, je ne sais pas, dans les modèles de peste, les confinements sont des confinements régionaux, locaux, c'est dans des villes. Là, nous avons inventé le confinement sur des populations entières. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, nous avons en Asie une gestion de l'épidémie tout à fait différente. Cette gestion de l'épidémie qui va consister, qui est basée, à mon avis, sur une philosophie tout à fait différente, dont on peut aussi penser qu'elle relève d'une biopolitique, mais très différente, en Corée, à Taïwan, à Singapour. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas question que le virus entre chez nous. Alors évidemment, on ne peut pas empêcher le virus de rentrer, mais il ne va pas coloniser. Il n'est pas question que le virus s'étende. Le virus, on va le combattre, on va l'empêcher de coloniser, on va l'empêcher de se développer, puisque comme on sait la situation du virus, agent biopolitique par excellence, c'est que le virus vit de la colonisation
de la personne qui l'infecte. Si vous supprimez la possibilité de coloniser, de contaminer, il va disparaître. Donc il y a deux modalités de disparition du virus. Soit on le laisse proliférer jusqu'à ce qu'on atteigne un taux tel qu'il va disparaître de lui-même, soit on l'empêche de se développer. Et c'est la position, c'est le choix qu'ont fait ces pays asiatiques. Ils ont fait ce choix, donc avec cette philosophie, mais aussi une technologie qui n'est ni la technologie du laisser-faire, qui n'est ni la technologie de l'enfermement de la peste, mais qui est la technologie liée aux nouvelles technologies de l'information et à la capacité qu'elle donne d'identifier, d'isoler et à partir de cet isolement, de confiner. Il y a bien confinement, mais ce n'est plus un confinement d'une population, c'est des confinements singuliers. Là, on a une biopolitique de la singularisation. On n'a pas une biopolitique de la population. Mais ce n'est pas non plus une biopolitique, je pense, ce n'est pas non plus, ça ne relève pas, je crois, exactement d'un schéma disciplinaire. Mais cela demanderait à être étudié. Alors, et dans cette vision-là, le problème pour les pouvoirs publics, le problème de gouvernementalité, c'est comment faire pour aller plus vite que le virus. Et c'est pour ça que les Coréens, en particulier que je connais, parce que j'échange avec un ami coréen, Philippe Lee, qui a d'ailleurs organisé des séminaires sur les questions de la gestion en Corée de l'épidémie. La problématique, c'est une question de vitesse. Pour mettre en œuvre la stratégie coréenne, donc on ne laisse pas le virus se déployer, se développer, et bien pour ça, il faut le prendre de vitesse. Et les Coréens avaient commencé à avoir une politique pour identifier les cas, identifier les contacts, qui passaient par des groupes, par des équipes, un peu ce qu'on essaye de faire, ce qu'on est en train de mettre en place en France. Mais ils se sont aperçus très vite que cette technique fonctionne, simplement elle est très lente. Et pour repérer l'ensemble des contacts d'une personne, il fallait plusieurs jours. Alors qu'avec un téléphone portable, il faut 10 minutes. Eh bien, ils ont choisi les 10 minutes parce qu'ils ont choisi la vie. Alors, la question, je trouve, si je peux me permettre, dire un mot, c'est expliquer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, je me situe d'un point de vue foucaldien. Donc, je fais l'hypothèse que nous sommes dans des sociétés biopolitiquement gouvernées, donc qui visent la maximisation de la vie, qui le gèrent par la liberté, etc. Et qui commence d'ailleurs l'entrée dans le virus à partir de cette hypothèse biopolitique que je disais tout à l'heure, qui est celle de l'immunité collective. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que dans le cas du coronavirus, arrive le moment, mais qu'on aurait peut-être pu prévoir, où on découvre, où on prend conscience que les 70% de la population signifient des centaines de milliers de morts. Panique. Et on voit bien la panique. Est-ce que la panique est sur le nombre de morts? Pas sûr. La panique est biopolitique, puisqu'on arrive à une contradiction. Cette biopolitique, elle est faite pour protéger les vivants. Elle n'est pas faite pour sacrifier les vivants. Et donc là, il y a un problème de contradiction, en quelque sorte, interne, biopolitique, qui est trop de morts, trop
d'acceptation de risque devient impossible, impraticable, au nom même de l'objectif que l'on sert. De telle sorte que dans ce cas, dans le cas d'un événement comme une épidémie, en fait, la biopolitique, elle pense tout sauf l'épidémie. Ou elle pense que l'épidémie, elle va pouvoir la contenir. Mais lorsqu'elle est confrontée à l'épidémie, eh bien là, elle est confrontée à sa limite. Elle est confrontée à sa contradiction. Mais là, on a entendu des trucs qui, pour moi, sont difficiles. Et on les entend toujours. On a dit, dans l'hypothèse de l'immunité collective, cela va permettre donc de se libérer du virus en se débarrassant avec un prix qui est les vieux et les personnes fragiles. Alors c'est là que je me sens évidemment parfaitement concerné, parce que là je me vois condamné à mort. Bon, mais là, je reviens, pourquoi je m'attache un peu un moment sur ce point, c'est parce que Foucault s'interroge dans ces textes que je citais tout à l'heure sur le problème de savoir comment on peut faire la guerre dans un monde biopolitique. Comment est-ce qu'il y a une dimension, d'exclusion dans un modèle biopolitique qui est au contraire un modèle qui considère la population en elle-même, qui considère la population comme un tout. En réalité, ce que cela fait apparaître, c'est qu'il y a deux visions biopolitiques. Peut-être qu'on peut introduire l'idée qu'il y a deux visions biopolitiques. Il y a une vision inclusive, on va gérer la population globalement sans exclure. Alors j'ai envie de prendre un exemple, mais certains pourront me faire des objections, peu importe. Modèle sans exclure, par exemple, c'est quand, évidemment, le maître pour moi de ces questions, c'est le grand, je ne sais pas s'il faut dire actuaire, sociologue, philosophe, mathématicien du 19e, Adolphe Quetelet, le père de l'homme moyen. C'est très important, cette notion d'homme moyen. Ça, c'est une notion biopolitique typique. Une population, dit-il, en réalité, converge vers une certaine moyenne, vers une certaine norme, par rapport auquel chaque individu se situe tout en étant inclus. Exemple, vous faites des tests d'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'un test d'intelligence? Ça consiste à référer une population elle-même sous le signe d'un certain nombre de critères qu'on appelle intelligence. Eh bien, dans un test d'intelligence, l'idiot fait partie de l'ensemble comme le génie. Ils sont simplement chacun à un extrême. L'ensemble de la population se trouvant agglomérée au centre de la courbe de Gauss. Eh bien là, on a une biopolitique inclusive. Qui que vous soyez, vous faites partie de la population et la question est de savoir comment on va vous gérer le mieux possible pour que vous bénéficiez au maximum de votre appartenance au groupe. Vision biopolitique inclusive. Mais il peut y avoir aussi des visions biopolitiques exclusives. Et là, on va considérer que certaines personnes, que certains groupes, que certains comportements sont les comportements dangereux, sont les comportements qui vont trop charger l'ensemble et qu'à la limite, il serait plutôt bon de se défaire. Quand on entend, et ça, j'appelle ça une biopolitique exclusive, ou dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, je dirais une biopolitique cynique. Quand j'entends dire, eh bien, on va laisser le virus se développer
bien, même si ça coûte la vie à un certain nombre de vieux, même si les vieux sont condamnés soit à une mort naturelle, soit à une mort civile, puisqu'on dit que les vieux, si on déconfine, il faudra qu'ils restent chez eux, à moins de s'exposer à leur propre mort. Eh bien là, on a une forme de biopolitique exclusive, une biopolitique cynique. Et je pense que cette dimension est présente chez nous aujourd'hui. Ce que Foucault explique, c'est que donc cette réintroduction de la mort dans un univers biopolitique, c'est la prérogative du souverain. Le souverain, dit-il, dans les ordres politiques classiques, anciens, c'est celui qui a le droit de mort sur les individus. Pour pouvoir avoir une biopolitique exclusive, il faut que dans l'univers biopolitique se réintroduise une dimension de souveraineté. Il faut que le souverain dise, eh bien ceux-là, je ne les protégerai plus. Le fait qu'on soit passé, alors j'essaye de dire les choses pour ne pas être trop mal compris, le fait que l'on soit passé au confinement et que finalement on n'ait pas tenu l'hypothèse biopolitique à partir de laquelle on était parti, témoigne que peut-être d'une absence de souverain. Enfin, je dirais tant mieux. Et le souverain est revenu sous l'aspect d'un recalage sous une dimension, sous l'aspect du confinement, qui est une dimension très souveraine, état d'urgence, etc., mais qui a comme conséquence d'interrompre l'ordre biopolitique. Et cette difficulté, cette contradiction, nous la vivons à travers la problématique du déconfinement. Encore une fois, quand vous confinez, vous interrompez la vie. Vous arrêtez les circulations dont votre mission était de les permettre. Alors on va dire que c'est temporaire. Et donc on a pensé d'ailleurs le confinement comme un stade, comme un moment, comme un suspens, comme une sorte d'apnée, à partir de quoi tout allait reprendre, après quoi tout allait reprendre comme avant. Bon, enfin ça, c'est ce qu'on espère. Bien, voilà, me semble-t-il, ce qu'on pourrait dire à partir d'une analyse, d'une vision biopolitique sur ce qui nous arrive et sur cette difficulté finalement dans la gestion biopolitique. Et vous voyez bien ce qui arrive à ce moment-là, ce que cela implique, c'est que avoir une gestion politique, ça suppose beaucoup d'équipements, ça suppose beaucoup de ressources. Et il y a des ressources intellectuelles, il y a des ressources, et les ressources intellectuelles, c'est celle de l'expertise, c'est celle des experts. Là, on n'est pas sûr d'avoir pu s'appuyer sur ce qui convenait, puisque les experts ont été au début extraordinairement négligents vis-à-vis de l'épidémie. Ça suppose d'avoir aussi, et c'est ce qu'ont montré les Coréens, mais qui avaient l'expérience de précédentes épidémies, où ils avaient le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur. Et donc, ils se sont équipés. Si vous ne pouvez pas avoir une biopolitique, si vous n'avez pas un système sanitaire qui soit capable de supporter les chocs. Or, nous ne l'avions plus parce que nous avons introduit le système sanitaire dans une logique qui n'était précisément, peut-être, plus exactement biopolitique. Je pense qu'il est complètement dans un monde biopolitique. On ne peut pas opposer le sanitaire et l'économique. L'économique se base sur la qualité sanitaire des populations. Donc vous ne pouvez pas dire je vais sacrifier, on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Le fait qu'on y soit contraint aujourd'hui est un peu désastreux. Et il n'y a pas je ne suis pas sûr qu'il y ait de bonnes solutions. Voilà, je m'arrête là sur ce point, j'ai peut-être été dire beaucoup trop long.
La question se pose à partir de là, donc. Et j'ai pas les réponses complètes. Est-ce que, donc vous voyez, si on raisonne à partir de l'hypothèse foucaldienne, nous faisons l'hypothèse que nous étions dans un univers biopolitique. L'épidémie, pourtant qui est un événement biopolitique, l'a surpris et l'a amené à sa contradiction. Alors là, se pose une question. Est-ce que cette contradiction va conduire à ce que dans les pays comme les nôtres, on va changer de régime enfin pas de régime au sens constitutionnel, mais de changer de régime de gouvernementalité? Est-ce qu'on va abandonner la biopolitique pour d'autres formes ou est-ce que, hypothèse différente, est-ce qu'on va être amené à adapter nos technologies biopolitiques? Et ici, on comprend le rôle des technologies de la communication et de l'information, c'est qu'elles permettent, c'est le cas de la Corée, c'est l'exemple de la Corée, de gérer une épidémie dans un cadre biopolitique qui à la fois contrôle le virus tout en maintenant les circulations et les libertés qui permettent la vie. J'ai fini pour ma deuxième partie. Merci François. Alors, il y a des questions des participants. Je vais commencer par une question à moi à propos de cette contradiction dont vous parlez, à laquelle l'épidémie confronte la biopolitique. Et je me demandais, moi, si l'épidémie, finalement, c'est pas justement le point de rupture, parce que, et c'est un peu paradoxal, parce que c'est grâce aux épidémies qu'on a pu mettre en évidence les populations, puisque c'est en travaillant sur les registres de mortalité qui avaient été mis en place au moment de la peste que Grant met en évidence les régularités des phénomènes collectifs et qui se rend compte qu'il existe quelque chose comme une population. Donc, c'est le début de la biopolitique qui est rendu possible par les épidémies. Et en même temps, pour vraiment pouvoir gérer une épidémie, on ne peut pas, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne et qu'on a des modèles de contagion, on ne peut pas faire l'économie de l'individu. Et c'est là que finalement la biopolitique se confronte à sa contradiction parce qu'elle ne peut pas se passer de ce niveau individuel. Donc ça, c'était une proposition que j'avais à vous faire. Il y a une autre question qui n'est pas de moi, qui est donc des participants, à propos de cette distinction que vous avez faite entre la gestion asiatique et la nôtre, qui est que en Asie, la vision de la médecine est différente de la nôtre au sens où elle est préventive et non pas curative. Et ça pourrait aussi expliquer le fait qu'ils aient pris une autre option. Alors, dans un univers biopolitique, l'individu n'est pas oublié, mais l'individu est pensé comme membre du groupe. Et il tient son individualité de sa différenciation par rapport à la norme collective. Donc, on gère bien aussi des individus. Mais d'ailleurs, on les gère, puisque vous êtes actuaire, vous le savez bien, on les gère comme des risques. Le modèle de la société biopolitique, c'est la société d'assurance. Il y a un risque qui caractérise une population. Ce risque est distribué différentiellement selon les individus de la population, et grâce au fait que le risque ne se réalise pas en même temps, tout le temps, etc., on va pouvoir mettre en place des mécanismes de compensation, mais qui soient en même temps mesurés à au risque que chaque individu représente pour la population. De ce point de vue-là, on n'avance pas beaucoup. Les nouvelles technologies ne permettent que d'affiner en quelque sorte cette contribution de chacun au risque. Donc, mais ce qui est très important, encore une fois, le tournant biopolitique, si vous voulez, c'est le passage de Rousseau à la sociologie. Chez Rousseau, si vous voulez, c'est les thèses chez les théoriciens du droit naturel, du contrat social. Quand on essaye d'expliquer comment les sociétés se forment, on part d'une hypothèse qui s'appelle l'état de nature, où les individus vivent, dans le cas de Rousseau, isolés,
on essaye de comprendre ce qui peut faire qu'ils cherchent à sortir de leur isolement. Alors, les rousseauistes aujourd'hui seraient heureux de retrouver dans le confinement l'hypothèse d'une espèce d'origine naturelle d'ailleurs. Ça a été beaucoup développé par un certain nombre de commentateurs. Bien. Donc, le passage de cette idée qu'on part d'individus isolés à l'hypothèse sociologique qui consiste à dire non, l'individu, c'est la thèse de Durkheim dans sa thèse « La division du travail social », l'individualisation n'est jamais qu'un effet de la division du travail. Au début, les individus sont tous identiques les uns aux autres. Plus la société le développe, plus elle se démultiplie. Plus elle se démultiplie, plus elle s'individualise. Mais cette individualisation n'est pas le fait de chacun. Cette individualisation, elle est le produit de la division du travail. Et dans la vision sociologique, la mauvaise conscience individuelle, c'est de croire qu'on est sa propre origine. La bonne conscience, c'est de savoir comment, de quelle interdépendance, de quelle dépendance on est le produit et de savoir ce qu'on en fait. Je sais pas, on dit quelques mots de Stop Covid ou pas? Ben, oui. Alors, étonnamment, il n'y a pas eu de question là-dessus. Mais il y a une question, par exemple, qui dit « Maximiser la vie, est-ce la même chose que maximiser le PIB ?» J'ai l'impression que ça dépend du prix. La vie, c'est la même chose que maximiser le PIB. J'ai l'impression que ça dépend du prix qu'on donne à la vie. Oui. Dans une vision biopolitique simplifiée, oui. Bon, dans Stop Covid, je ne sais pas... Je vais quand même poser la question parce que c'est quand même un truc qu'on entend beaucoup, c'est que est-ce que Stop Covid ou ce type d'applications qui ont été mises en place dans les États asiatiques, est-ce que ça n'est pas une forme de surveillance généralisée? Est-ce que ce n'est pas là, une fois encore, un retour, non pas à une biopolitique, mais au système disciplinaire dont parle Foucault? Vous avez dit une minute que vous n'y pensiez, vous pensiez que ce n'était pas le cas. Enfin voilà, je vais quand même poser la question. Je vais vous répondre. La première, puisqu'on est dans le paragraphe éthique, je vais vous donner la mienne. Mon éthique se résume dans la maxime suivante: faire mentir les courbes. Faire mentir les courbes. Alors, elle n'est pas très biopolitique. Parce que dans un univers biopolitique, on sait que les courbes ne mentent jamais. C'est d'ailleurs ce qu'on nous explique aujourd'hui. Et je pense que, je ne vais pas dire que c'est malheureux, mais je pense qu'en réalité, les épidémiologistes ont raison. On verra, au bout du compte, que l'épidémie de coronavirus aura sans doute assez peu affecté les courbes de mortalité en 2020. Eh bien, malgré tout, ma maxime, mais c'est un homme de 74 ans visé par le virus, il faut faire mentir les courbes. Qui porte cette éthique aujourd'hui? Les médecins. Et je pense que dans ce que nous vivons, dans le monde médical, nous avons eu deux visions médicales, deux éthiques médicales, celle de l'épidémiologiste et celle du médecin. L'épidémiologiste dit « laissez faire ». Le médecin dit « peu importe, la mort est toujours un échec ». Et donc, je me consacrerai, quel que soit le résultat au niveau de la population, à faire en sorte qu'elle soit mise en échec. Donc ça, c'est ma première maxime. Il faut faire mentir les courbes. Bien. Stop Covid. La question, pour moi, est de savoir, la question, c'est pas mon problème. Le problème n'est pas, c'est pas un problème technique. Je rappelais tout à l'heure que les Coréens, donc, qui ont, à partir de la décision que le virus ne passerait pas, ont commencé par mettre en place un suivi des personnes
par des équipes de surveillance. Mais ce n'était pas efficace. Ils ont passé au téléphone portable à Stop Covid. D'ailleurs, il y a beaucoup de Stop Covid en Asie, puisque si je ne me trompe, le système de Singapour n'est pas le système de Taïwan, qui n'est pas celui de la Corée. Bien. Vous me direz, je vois pas pourquoi on s'intéresserait trop à cette question du Stop Covid en France, puisque nous ne l'avons pas, cette application. C'est la grande différence aujourd'hui, c'est que si on veut avoir une biopolitique correcte, tenable, il faut en avoir les instruments. Et ça, c'en est un. Puisqu'on a vu, en Corée, 7 instruments de gestion des singularités permet le maintien de la vie collective. Alors, la question, donc je pense que ici se reposent les objectifs qu'on a. Soit, et je pense que là, il y a le problème, c'est la conscience que chacun peut avoir. Nous vivons une épidémie, une véritable épidémie qui va rentrer dans l'histoire au même type que les pestes du Moyen-Âge ou que la grippe espagnole. Si nous vivons une épidémie, c'est un état d'exception. Une épidémie, c'est insupportable. Une épidémie, on doit l'interrompre. Il n'y a pas d'autre, il ne peut pas y avoir d'autre objectif que de l'interrompre. Parce que la laisser filer, on voit bien ce que ça implique. D'abord, c'est intenable politiquement. Et puis la laisser filer, ça veut dire qu'on n'en aura jamais fini avec elle. Le virus colonisant les 70% de la population française va vivre en nous. Alors vous me direz jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Mais il va se transformer. C'est comme la grippe. Si vous le bloquez, c'est peut-être un geste plus efficace. Donc si vous avez cette vision-là, si vous avez cet objectif très clair, qu'il faut, eh bien, je dirais, la question est de savoir quels sont les instruments adéquats et quel est le prix de ces instruments adéquats. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on rentre dans une société de surveillance. Enfin, vous rigolez. La société de surveillance, on y est depuis des siècles. Nous sommes surveillés tout le temps. Alors, vous me direz, Laurence, vous êtes israélienne. C'est un exemple extrêmement intéressant, puisqu'en Israël, on a, si j'ai bien compris, cette politique de combat contre le virus, mais à qui a-t-on confié le suivi des malades? Au service secret. Vous me direz à ce moment-là, c'est une économie de moyens, mais enfin, du point de vue des libertés, ça pose quand même, c'est tout de même un peu singulier. Enfin, on n'est pas obligé d'en arriver là, mais une épidémie, si on sait la traiter comme ça, c'est une affaire temporaire. La surveillance, c'est quelque chose auquel nous ne pouvons pas prétendre nous affranchir. D'ailleurs, nous en affranchissons d'autant moins que nous utilisons des instruments comme les téléphones portables, etc., comme Internet, qui sont précisément des instruments de surveillance. Mais c'est des instruments de surveillance qui ne visent pas à nous contraindre à quelque chose, qui sont précisément des instruments que je dirais biopolitiques, dans la mesure où ils nous permettent de maximiser nos envies. Qu'est-ce que fait le ciblage Internet de Google? Il vous repère vos passions et il vous enferme dans vos passions en essayant de les maximiser au maximum. Bon, bien. Donc, je pense que le problème, c'est pas la surveillance. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure cette surveillance est susceptible d'avoir des effets délétères, d'avoir des effets insupportables. Le fait de donner... Je reprends le cas de l'assurance. Qu'est-ce que c'est qu'une compagnie d'assurance? Ça se compose comment? Ça se compose à partir d'individus qui ont des besoins de protection, qui se rassemblent et qui, pour pouvoir se rassembler, acceptent d'échanger leurs données et qui acceptent que le groupe ait un pouvoir de surveillance sur eux. Alors, dans le cas de l'assurance,
on considère que cette mutualisation des données procure un bien-être, mais le bien-être, il est produit par la mutualisation des données. Évidemment, l'assureur doit avoir une gestion de ces données qui soit conforme à ses objectifs, qui ne soit pas excessive et qui ne soit pas discriminatoire. Moi, je pense que ça, c'est une question fondamentale, c'est que dans la circulation de ces données, leur collection, leur rassemblement, leur traitement est extrêmement utile, apporte un véritable bien social. Simplement, le grand risque, c'est d'aboutir à des discriminations. Et là, je pense que le droit des discriminations, nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas suffisamment l'habitude de résister ou les instruments de résistance à la. Enfin, je terminerai sur la chose suivante. Dans la biopolitique inclusive, dont vous voyez que sachant que je suis obligatoirement obligatoirement inséré dans une forme de gouvernementalité, finalement, je me résous à cette biopolitique inclusive, cette biopolitique qui n'exclut pas. En fait, elle a trouvé un modèle. Et elle a trouvé même, elle s'est transformée en une doctrine politique qu'on a complètement oubliée aujourd'hui et pourtant dont la présence est partout insistante, qui s'appelle la solidarité. C'est une doctrine qui a été formulée, systématisée à la fin du 19e par une personne fort intéressante, enfin par un homme politique radical qui s'appelle Léon Bourgeois. Et dans le modèle de la solidarité, il est construit à partir de quoi? Il est construit à partir de Pasteur, à partir de la contagion. Le fait même de la contagion, le fait même que l'un soit une menace pour l'autre sans qu'il le veuille et sans que l'autre le sache, mais tout en pouvant le craindre, fait que le rapport de l'un avec l'autre à partir de la contagion se transforme et l'obligation de chacun ne peut plus être simplement de ne pas nuire à autrui, mais l'obligation mutuelle, c'est de faire en sorte qu'on se comporte mutuellement de telle manière qu'on ne se nuise pas. Et ça, c'est le modèle de la solidarité. Alors, il est lié par un double lien que Sartre a exprimé dans la pièce Huis clos. Dans un premier temps, le fait des interdépendances, le fait que cette interdépendance soit dangereuse, soit difficile, fait dire à un des héros de la pièce, l'enfer, c'est les autres. Faut-il en conclure qu'il faut se confiner sur des îles désertes? Comme on a vu beaucoup de philosophes finalement y inviter, retirons-nous. La sagesse, c'est de ne pas être dans le groupe. Bon, c'est pas très sérieux. La conséquence de l'enfer, c'est les autres, est formulée par un autre personnage, un peu plus tard dans la pièce, on ne peut pas se sauver seul. Je crois que le jeu, si vous voulez, on ne peut pas se sauver seul. Et de ce point de vue-là, je pense que ce qui m'inquiète dans l'invocation des libertés aujourd'hui, dans ce phénomène de l'épidémie, c'est que finalement, on privilégie l'objectif des libertés d'un point de vue qui est finalement très individualiste, qui est finalement, je veux avoir de quoi me séparer du groupe au moment où j'en bénéficie et au moment où le groupe a besoin de moi. Donc cette invocation des libertés me semble très individualiste,
exprimer la volonté de vouloir vivre séparé du groupe, à un moment où, au contraire, il faudrait de savoir comment, dans cette lutte nécessaire, chacun peut contribuer au salut de l'ensemble. Mais cela, dans un univers politique, ça s'appelle contribuer au salut de la nation. Et je pense que ce qui fait la différence fondamentale, et ce qui, moi, m'interroge, malheureusement, entre la vision, entre la conduite d'un pays comme la Corée et le nôtre, c'est que dans un cas, il n'y a pas débat sur l'intérêt national, et dans l'autre, on s'interroge un peu si chacun ne continue pas, malgré l'épidémie, à faire comme si elle n'existait pas et que son moi valait plus qu'autre chose. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus tellement de temps, il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas, je peux peut-être poser une question sur la responsabilité. Oui, vas-y, Laurence. Ok, alors il y a peut-être une dernière question sur la responsabilité qui reprend ce que vous venez de dire sur les mécanismes d'assurance, sur la solidarité assurantielle, etc., dans laquelle en fait il y a un transfert de la responsabilité individuelle vers le collectif. Est-ce que le Covid ne nous engage pas à remettre la responsabilité individuelle au cœur de nos comportements? Les deux, mon commandant. Dans le Covid, vous avez à la fois, il y a les devoirs de l'État, et j'en ai suffisamment parlé. Le devoir de l'État, c'est quelle est son attitude vis-à-vis de l'épidémie, quels sont ses choix fondamentaux, quelle est la bataille qu'il mène. Ça, c'est les choix et les instruments qu'il met pour il y a les instruments politiques pour le faire, il y a des instruments juridiques pour le faire. Et puis il y a aussi évidemment le comportement, la responsabilité des individus, et dans le cas d'une biopolitique qui n'aboutit pas au confinement, on voit bien comment autant dans un pays comme la Corée que la France, l'appel qui est fait au comportement individuel. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs de voir comment le problème auquel on est confronté maintenant, puisque on a tellement laissé diffuser le virus chez nous, qu'en réalité, on est condamné à vivre avec lui. Mais s'il faut être, là où c'est terrifiant pour moi, c'est penser qu'on puisse être condamné à vivre avec lui le temps de l'immunité collective. Vivement l'arrivée des virus, parce que s'il faut attendre le temps de l'immunité collective dans un monde ouvert, ça veut dire qu'il va falloir que 70% de 7 milliards d'humains soient contaminés pour que je retrouve ma liberté. C'est un peu compliqué. Non, alors, en même temps qu'il y a ces obligations publiques, ces devoirs de l'État, il y a les devoirs et les responsabilités individuelles, ça s'appelle des gestes barrières. En fait, ça s'appelle, à partir du moment où le virus va rester avec nous, ça s'appelle l'invention d'art de vivre. Et c'est très compliqué. On voit bien comment ici, on voit bien en matière d'organisation du travail, en matière, oui, c'est ça, ça va. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise au temps du coronavirus? Il y a des gens qui y travaillent, il y a des gens qui sont, là, il faut qu'ils aient des distances, ils ne doivent pas se parler, etc. Donc c'est aussi, je le vis, ma femme surtout, intensément, c'est dans la famille. Le problème des différences d'âge et le problème des expositions, des risques portés par l'un l'autre dans une famille. Comment faire pour que la vie familiale existe dans ces circonstances? Nous sommes effectivement, notre responsabilité individuelle est mobilisée dans l'idée que à la fois il y a des devoirs collectif, mais à la fois, tout passe par l'individu. Oui. Merci. Florence, vous avez? Merci beaucoup. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui? Non. Très bien. Si, on t'entend très bien.
Bon, juste d'abord un très très grand merci à vous deux. Merci à François pour cet exposé très très clair, structuré, très limpide. Merci à Laurence pour l'animation. Bien sûr, on peut être que frustré parce que d'abord là, on a l'impression d'avoir tout compris et puis bien sûr que quand on va vouloir retravailler dans notre groupe de travail, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra remettre en place. D'une façon extrêmement triviale, complètement triviale après ces exposés d'une hauteur à laquelle on n'a pas quand même l'habitude tous les jours de travailler. Ça nous repose quand même de façon triviale pour notre groupe de travail sur la dimension extrêmement individuelle du RGPD, de la liberté individuelle, à laquelle nous nous heurtons dans l'application dans les différentes applications, dans les différentes utilisations possibles des technologies. On a parlé du stop Covid, mais c'est vrai d'un certain nombre de technologies qui pourraient nous aider, notamment celles qui pourraient nous donner des informations collectives sur la manière dont nous respectons les gestes barrières, les zones les plus fréquentées, etc., et qui pourraient nous donner des instruments de pilotage, mais dont apparemment ça va pas être facile de les avoir à cause de cette dimension de liberté individuelle qui a été insérée dans le RGPD. Et auquel peut-être nous nous heurtons un peu. Alors, c'est extrêmement trivial comme conclusion et je vous prie de m'en excuser, François, parce que vous nous avez tellement ouvert que redescendre à ce niveau est vraiment très triste, mais enfin quand même, il faut quand même que ça serve à quelque chose. Alors, on vous remercie très 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 vivement. Merci à Laurence. Je pense qu'avec tout ce que Laurence a capté de plus que ce que nous, chaque membre normal, on aura pu capter, elle va continuer à enrichir le groupe par tout cet exposé extrêmement dense. Et donc, un grand merci à vous, un grand merci à tous ceux qui vous ont écoutés. Et puis, peut-être une prochaine fois, puisque nous avions déjà eu le plaisir d'avoir François sur le Big Data. Et nous avons eu aussi le plaisir d'avoir François sur cette dimension de l'homme normal qui nous a fait interroger sur les possibilités technologiques en assurance des nouvelles technologies où finalement, comme l'a dit François dans l'exposé, pour le moment, les résultats sont quand même, ça change pas grand-chose, sinon d'affiner un peu. Donc, merci François. Je suis sûre qu'on aura une autre sollicitation d'exposé dans un avenir pas si lointain. Merci à tous. À bientôt.